ça au moins, je les mains. Alors, j'ai changé d'endroit. Est-ce que maintenant c'est mieux ou pas? Changer d'endroit, est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Marion, peux me confirmer? Ok, très bien. Allez, on peut continuer. Très bien. Désolé pour ce petit contretemps, c'est un problème de connexion. Donc, avant tout, je commence d'abord par présenter SchoolUp et ensuite on peut aller sur la partie sur le commentaire composé. Donc, qu'est-ce que c'est que SchoolUp? Nous, SchoolUp, nous sommes un institut de soutien scolaire. Donc, nous, on est là depuis quelques années. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre en fait, de construire un écosystème pour l'enfant afin vraiment de l'aider à mieux comprendre ses leçons, à progresser en le comprenant. Et notre but, c'est vraiment de vous aider, vous, à comprendre vos leçons, à progresser, à avoir de meilleures notes, mais surtout aussi à gagner en confiance en soi. C'est-à-dire vraiment, on sait très bien que pour qu'un enfant réussisse, il faut qu'il soit bien évidemment mieux organisé, il faut qu'il ait cette capacité vraiment d'être autonome, mais surtout, il faut qu'il ait aussi cette confiance en lui qui lui permette en fait de pouvoir vraiment agir et de pouvoir tenter, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir vraiment être pas rassuré, mais être sûr de ce qu'il affirme quand il répond aux questions, quand il fait ses exercices, etc. Donc, cette confiance, on sait qu'elle est très importante lorsque vous travaillez à l'école, lorsque vous répondez vous faites un devoir, un examen, etc. Donc, c'est quoi SchoolUp? SchoolUp, c'est des cours en visio. Donc, nous, la particularité SchoolUp, c'est qu'on est complètement en ligne. On va sélectionner vraiment les meilleurs professeurs pour faire en sorte vraiment de pouvoir mettre devant vous des professeurs qui sont déjà issus des parcours d'excellence, mais surtout qui soient capables de pouvoir vous expliquer, de répéter, d'avoir énormément de patience pour que vous puissiez comprendre et surtout de vous donner énormément d'exercices et aussi pas de vous coacher, mais de vous inspirer. C'est un peu ça aussi, SchoolUp, et c'est aussi ça que nous recherchons lorsqu'on recrute nos professeurs. Pour les parents, et c'est très simple parce que on a mis en place un système qui leur permet d'avoir de la transparence, notamment à travers des bilans de séance à la fin de chaque séance, et surtout à travers la plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle MySchoolUp. L'algorithme de matching va vous permettre de vraiment de matcher le professeur avec l'élève. Et cela, on le fait comment? Grâce à des bilans et des tests qu'on va vous donner dès le début de votre inscription qui vont nous permettre de mieux vous connaître. Et mieux on va vous connaître, mieux on va vous matcher avec le professeur qui correspond à votre profil. Et enfin, la particularité de SchoolUp, c'est que nous, on vous met à disposition une équipe pédagogique qui sera disponible 7 jours sur 7, qui va vous accompagner, répondre à vos questions, vous envoyer des exercices quand il le faut, des conseils, vraiment qui sera là pour vous chuter, pour s'assurer que vous réussissez votre année et que vous réussissez votre scolarité. Donc ça, c'est vraiment le nouveau monde du soutien scolaire chez SchoolUp. C'est vraiment l'écosystème d'apprentissage qui, en fait, vous permet de réussir et de gagner en compétences. Donc voilà, donc ça c'est SchoolUp. Donc si vous êtes intéressé pour tester l'expérience SchoolUp, Marion va vous mettre en chat le lien pour faire un bilan pédagogique. Et lorsque vous faites votre bilan pédagogique, n'hésitez pas à donner ce code promo qui est SchoolbackFR qui va vous permettre de tester un cours gratuitement chez SchoolUp. Voilà. Donc ça c'est pour la petite présentation SchoolUp. Et maintenant, venons-en aux commentaires composés. Alors, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au commentaire composé. Donc, le commentaire composé, c'est vraiment cette épreuve qui, voilà, pour beaucoup est très, très compliquée. Et on va essayer de l'expliquer de manière simple, mais en prenant un exemple. Mais avant de rentrer dans l'exemple, je veux d'abord parler de la méthode. Alors, lorsque vous faites un commentaire composé, en général, vous arrivez devant sur le jour de l'examen, vous vous asseyez, vous avez votre copie préparée, vos stylos, votre bouteille d'eau pour ceux qui l'ont, etc. Et vous avez, le jour de l'examen, le sujet qui sera dos retourné. La première chose que vous allez faire, c'est qu'on va vous demander, vous pouvez retourner votre copie. Donc là, vous retournez la copie et là, vous tombez sur le texte. C'est un texte que vous découvrez. C'est normal de ne pas connaître le texte pour la première fois. C'est normal de connaître le texte pour la première fois. Vraiment, c'est normal de découvrir le texte. C'est fait exprès. Donc, ne soyez pas choqués. Et ça, je le dis à tous mes élèves. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés de ne pas connaître le texte. Le texte, il s'est fait exprès
on vous donne un texte nouveau et on va évaluer votre capacité à réagir en face d'un texte qui peut paraître compliqué, qui peut paraître abscon. Alors là, quelqu'un me dit, j'entends rien, est-ce que je pourrais avoir l'enregistrement plus tard? Oui, on va vous envoyer un enregistrement, mais ce qui est pour me rassurer, est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Oui? Très bien, je continue. Donc, ne soyez pas étonnés si vous ne connaissez pas le texte. C'est normal. Donc, vous tombez sur un texte, ça peut être un poème, ça peut être une pièce de théâtre, un extrait de pièce de théâtre, ça peut être un extrait d'une œuvre littéraire. Donc, ça peut être, quand je dis livre littéraire, ça peut être un extrait d'œuvre d'un roman. Donc, ça peut être vraiment plusieurs types ou plusieurs genres de textes. La première chose que je fais, c'est que je lis le texte en essayant de me poser une question. C'est la première question que je pose. Donc là, je vais vous demander de prendre des notes parce que c'est vraiment des conseils que je vous donne qui vont vous aider pour réussir ce commentaire. La première question que je vais me poser, c'est la suivante. Je vais m'adresser au texte, je vais lui parler comme si le texte était une personne et je vais lui poser cette question qui va vous sembler bizarre, mais qui est pour moi très importante. Je vais lui dire, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Cette question résume beaucoup de choses. Pourquoi moi, ce texte, on m'a donné ce texte? Pourquoi on m'a donné? Pourquoi on t'a présenté devant moi? Pourquoi ce texte? Pourquoi ce texte? Alors, quelqu'un me dit, Alissa me dit comment ça? Je vais vous expliquer. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte? Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce passage dans son œuvre? Pourquoi l'auteur ou le poète a-t-il écrit ce poème? Et enfin, pourquoi mon évaluateur m'a-t-il donné ce texte? Cette question est très importante. Et elle pose quoi comme question? Elle me permet de comprendre une chose, l'importance, l'enjeu du texte. En quoi ce texte est-il important? Alicia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pourquoi c'est important ici? Pourquoi on ne m'a pas donné un extrait du Nouvel Obs? Pourquoi on ne m'a pas donné un extrait de Architecture Magazine? Pourquoi on ne m'a pas donné l'extrait d'un livre écrit par Jean-Michel Dupont qui vit à je ne sais où et qui parfois écrit des romans et voilà, on m'a demandé de le commenter. Pourquoi? Pourquoi c'est principalement ce texte qu'on me donne? La réponse, c'est que c'est principalement ce texte qu'on me donne parce qu'il a une importance cruciale dans la littérature. Et ça, c'est ça qui est important. C'est que ce texte est fondamental dans la littérature. Soit il a permis une révolution littéraire, soit la façon dont l'auteur l'a écrit est tellement extraordinaire qu'en fait, ça a marqué finalement toute une époque, tout un peuple, toute une culture, soit sa façon d'exprimer son amour, par exemple, est tellement unique qu'en fait, on vous le montre et on veuille savoir et on veut vous montrer, on veut que vous découvrez, que vous mettiez ça en exergue, soit parce que cet incipit ou cet excipit ne l'est pas vraiment et que c'est la première fois, par exemple, qu'un auteur va écrire ou mettre en avant un excipit ou un incipit d'une telle façon sans réellement respecter les règles. Peut-être que c'est quelqu'un comme Apollinaire qui va jouer sur la modernité tout en restant dans un esprit traditionnel et qui va en fait bah, écrire son poème d'une telle manière qu'il va euh, euh, illustrer une forme d'iconoclasme. L'iconoclasme, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui, se- qui sort de l'ordinaire et en même temps qui sort un petit peu des règles, tout en s'inspirant d'une certaine modernité. Donc, mais il y a plein de raisons. Mais ces raisons, on vous demande de les connaître. On vous demande de dénoter cela. On vous demande de mettre en avant, d'expliquer en quoi ce texte est important. Donc, pour résumer, première chose que je fais, chaque fois que je vais lire un texte, la première fois, je vais lire en quoi, je vais me poser comme question, en quoi ce texte est-il important? Pourquoi on m'a mis ce texte-là? D'accord? Pourquoi tu es là? Pourquoi au texte tu es ici? Dès lors que j'ai cette information, dès lors que je commence à réfléchir de la sorte, ben, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ma lecture va être guidée. D'accord? Je ne vais pas lire le texte de manière passive. Je vais le lire de manière active avec une volonté de problématiser. Alors, premier élément, donc je disais pourquoi tu es là, hein, en parlant du texte. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est quel est l'enjeu du texte?
Pourquoi ce texte est-il si important? D'accord? En quoi ce texte ou ce passage est-il, on va même dire, crucial? D'accord? Donc, attendez juste, je m'écris ça pour tout le monde. Voilà. Et dès lors que je m'interroge là-dessus, là, je commence à problématiser. Ça veut dire quoi problématiser? Ça veut dire me poser le pourquoi. Me dire que si on me donne ce texte, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est peut-être qu'il veut dénoncer quelque chose. C'est peut-être qu'il a envie que je puisse réagir d'une telle manière. Je vous donne un exemple. Il y a ce passage, est-ce que vous l'avez fait, par exemple, le passage du bal de Vaubyessard dans Madame Bovary de Flaubert? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez travaillé ce texte, ce passage? Vous pouvez répondre sur le chat. Non, Mohamed non, Anastasia oui, les autres? Ou non, Omar? Euh, Pas beaucoup. Ok, c'est bon. Le bal de Vaubyessard, c'est le moment où Madame Bovary, donc Emma, arrive pour la première fois dans ce bal et c'est très important parce que c'est une scène, pour moi, cruciale. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où elle est invitée dans un bal organisé par les grandes personnes, ces personnes nobles, auxquelles elle a toujours rêvé d'appartenir, de ressembler. Et donc, elle arrive dans ce bal, et là, elle se rend compte qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, qu'elle ne s'identifie pas vraiment à cet univers, qu'elle ne s'identifie pas vraiment à ces gens, qu'elle ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Et elle se rend compte en fait que toute sa vie, ça a été de vivre avec ces gens, de vivre auprès de ces gens. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est mariée avec un médecin plus riche qu'elle, mais en même temps très ennuyeux. C'est pour ça qu'elle a fini par le tromper, parce qu'elle a toujours voulu la vie des grandeurs. Et en fait, elle se rend compte que bah, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Et là, c'est un texte important. Donc, immédiatement, quand je le lis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser la question, pourquoi ce texte est important? Et là, en le disant, si je connais un peu l'œuvre, je vais me dire, ah, c'est le moment où elle se rend compte, en fait, que tout ce qu'elle a fait dans sa vie pour arriver là, bah, finalement, c'était pas si utile que ça. Et que finalement, peut-être que c'était pas la bonne chose. Parce qu'elle arrive ici, dans ce bal, et elle se rend compte, en fait, que bah, c'est pas ça qu'elle veut. Peut-être que elle comprend pas bien. Et en fait, après, on commence à analyser le texte. Vous voyez? Donc, en fait, là, pourquoi tu es là? Ben, Flaubert écrit ce passage, il a envie, en fait, de montrer que, mais d'une manière complètement flaubérienne et très, très fine, finalement, que cette femme, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait, ben, c'est pour ça. Et à la fin du passage, il dit quoi? Il dit, elle ferme les yeux et elle mange sur une petite coupelle, une glace je sais plus, c'est vermeil, je crois. Elle mange non, au maralin. Elle mange cette glace et elle ferme les yeux et elle a cette cuillère entre les dents. Et en fait, c'est comme si finalement tout ce qu'elle a fait, tromper son mari, se marier avec cet homme ennuyeux, etc., c'était juste pour ça, en fait, pour manger cette petite glace. C'est tout. Et donc, la manière dont Flaubert explique la chose est assez ironique. Et donc, ce qu'on va vous demander dans le commentaire de texte, c'est de montrer comment l'auteur fait pour faire passer son message. Et là, c'est mon point 3. Et le commentaire composé a pour objectif de vous faire dire et de vous faire expliquer dans le texte, dans votre commentaire, la chose suivante. Comment l'auteur, le poète, fait-il pour faire, pour passer, transmettre son message. En d'autres termes, quelles sont les techniques et procédés utilisés par l'auteur pour faire passer son message? C'est ça que je veux. C'est pas que vous disiez, ah oui, ben, donc là, il a fait ça, et ensuite là, elle a dit ça, et ensuite elle a dit ça. Oui, ben, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas utile. Je sais lire, hein. L'auteur, il écrira mieux que vous. Il écrit mieux que moi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez me dire, première chose que vous problématisez, donc problématiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous ai dit, c'est vous interroger sur la raison du texte et pourquoi le texte, pourquoi il a écrit, c'est quoi le but, le fameux pourquoi tu es là.
La deuxième question, c'est qu'à partir de là, la deuxième étape, c'est à partir de là, vous commencez vraiment à problématiser, c'est-à-dire à vous interroger, à vous poser des questions sur la raison du texte, la place dans la place dans le texte, dans l'œuvre, euh, euh, quelle est l'importance du texte, qu'est-ce que ce texte a permis, en quoi ce texte répond réellement aux règles du mouvement littéraire en question, est-ce que le texte respecte bien les règles de l'incipit ou l'excipit, est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est qu'un incipit ou un excipit ou pas? Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est qu'un incipit? Ahmed, dis-nous qu'est-ce que c'est qu'un incipit? Non, alors qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est qu'un incipit? Non? L'incipit, c'est la première partie du texte, c'est la fameuse scène d'exposition, c'est la partie la toute première partie du texte ou du roman. L'excipit, c'est la fin d'un roman, c'est voilà. L'incipit et l'excipit ont des règles précises. Ça, vous devez les apprendre par cœur. Et donc, ce qui est intéressant quand vous problématisez, c'est de vous dire, est-ce que ce passage respecte les règles traditionnelles de l'incipit? Est-ce que ce passage respecte les règles traditionnelles de l'excipit? D'accord? Et donc ça, c'est une manière de problématiser. Donc, première chose, on va s'interroger sur alors, incipit, on écrit ça comment? Incipit. Alors, je vais vous l'écrire. Incipit. Donne-moi juste une seconde, parce qu'il y a une question, quelqu'un qui a posé une question. Incipit. Non, sans E. Excipit. Voilà. Donc, ou l'excipit, on peut appeler ça le dénouement. Donc, première chose, pourquoi tu es là? Deuxième chose, problématiser. S'interroger sur la raison du texte, qu'est-ce qui est problématique ici, qu'est-ce qui peut être, comment on peut analyser la chose, hein, comment on peut analyser le texte, son contexte, etc. Troisième chose, c'est on va commencer à s'interroger sur les procédés qui sont utilisés par l'auteur pour faire passer son message. Alors, bien entendu, il y a une chose qui est importante, très très importante, c'est avant de lire le texte, quelle est la chose qu'on va lire toujours? C'est le paratexte, donc ce qui est en haut, souvent en gras ou bien en italique, et le nom de l'auteur ainsi que la date. Pourquoi? Nom de l'auteur, ben, ça vous permet de connaître celui qui l'a écrit, de savoir un petit, si vous avez un peu de culture, de connaître son histoire. Si c'est Baudelaire, pour un poème, si c'est Victor Hugo, si c'est, je ne sais pas, Montesquieu, voilà, ça peut être tous les auteurs possibles qui sont au programme. Et donc, normalement, vous avez lu, vous connaissez un petit peu par votre culture générale l'histoire de l'auteur. Ça va vous aider à présenter un petit peu son histoire en introduction. Mais en plus, en connaissant l'auteur et l'époque, ça va vous permettre de contextualiser. Ça veut dire que ça vous permet de savoir un petit peu à quelle période il a écrit, donc finalement quel est le mouvement littéraire. Si on connaît le mouvement littéraire, on peut savoir est-ce qu'en fait c'est qui sont ses amis. Alors lui, c'est un Lumière, donc finalement les Lumières, ben, il y a Rousseau, il y a Kant en Allemagne, il y a Lamartine. Ah, je sais qu'il y a aussi certains peintres. Je comprends un petit peu, j'ai appris dans mes cours les mouvements littéraires, quel était le message des Lumières. Donc, je vais pouvoir prendre quelques notes pour pouvoir réutiliser ça. Et donc, prendre quelques éléments de votre culture générale et du cours. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, toujours savoir qui est l'auteur, quelle date et contextualiser. Parallèlement à ça, lire le paratexte, et en lisant le paratexte, ça va vous permettre de situer. Donc, ça va vous permettre de savoir si le texte est en incipit ou en excipit, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, etc. etc. Donc, ça va vous permettre de savoir ça. OK? Donc, je reviens. On se pose on lit le texte, le paratexte, et on lit l'auteur. Ça nous permet de contextualiser. On regarde le genre, si c'est une pièce de théâtre, si c'est un poème, si c'est un extrait de roman. On essaye de voir un petit peu quel mouvement littéraire. Voilà, ça nous a permis de situer. Une fois qu'on a situé pourquoi tu es là, on commence à se poser des questions, on problématise, et ensuite, on va immédiatement réfléchir au procédé. Alors, pour les procédés, avant, moi, ce que je propose, c'est que vous preniez un texte, par exemple, que vous preniez votre texte et vous prenez une feuille de brouillon. Vous allez identifier déjà plusieurs éléments. Donc, on va les voir ensemble. Alors, déjà, peut-être que pour rendre la chose plus animée, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les différents types de procédés qui peuvent être analysés lorsqu'on fait un commentaire composé? Quels sont les différents types de procédés? Est-ce que vous pouvez me les noter sur le chat, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qu'on analyse en général pour pouvoir un petit peu comprendre le texte? Bien évidemment, les figures de style, absolument. Quoi d'autre? Très bien, Rian. Le champ lexical, bravo.
Quoi d'autre? Le temps des verbes? Bravo, très bien. Quoi d'autre? Donc, on a les figures de style, le champ lexical, la forme du texte. Bravo, Sana. Quoi d'autre? Lorsqu'il s'agit d'un poème, conjonction de coordination, les pronoms personnels, absolument. Si vous êtes excellent, les propositions, les rimes si c'est un poème, la ponctuation, si par exemple il y a une ponctuation assez, par exemple, il y a beaucoup de les hyperboles, le mouvement littéraire, oui, le point de vue du narrateur, bien sûr, voilà, très bien. Vous avez vraiment la liste. Les règles de versification, quelles sont les règles? Voilà, est-ce que c'est des rimes riches? Est-ce que c'est des rimes pauvres? Est-ce que les phrases, est-ce qu'elles sont complexes ou est-ce qu'elles sont simples? Oui, bravo. Personnification, ça va faire partie du animalisation, je sais pas. En général, non. Type de phrase, oui, voilà. Donc voilà. Bon. Vous avez un petit florilège ici d'éléments à analyser. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est écrit là, hein, vous avez très bien complété, ce sont les règles grammaticales que vous avez appris en troisième, en seconde, et qui vous permettent réellement de pouvoir comprendre un texte, de pouvoir comprendre grammaticalement un texte. C'est ça qui va on va vous demander d'analyser cela. C'est ce qu'on va vous demander de comprendre. À partir de là, moi, ce que je vous conseille en général, c'est de lire le texte et c'est de prendre en fait par exemple, de faire des champs lexicaux et de prendre tous les champs lexicaux. Une fois que j'ai pris les champs lexicaux, je vais essayer de les identifier en groupe. Donc, je vais dire, par exemple, on va parler de la nature, on parle de la violence, on parle de l'amour, on parle de ça. Amour, deux points, et là, immédiatement, je vais noter tous les mots, les expressions qui font référence à l'amour avec les lignes. Violence, je vais prendre tous les mots qui font référence aux expressions qui font référence à la violence avec leurs lignes. D'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, je vais immédiatement essayer de comprendre en quoi pourquoi il a fait ça. C'est très important. Pourquoi l'auteur a utilisé ce genre lexical? Pourquoi l'auteur a utilisé ce champ lexical? Pourquoi l'auteur ici utilise tel mot ou telle phrase pour exprimer, pour parler du champ lexical? Et en fait, en regroupant finalement ces différents champs lexicaux, vous allez immédiatement être capable de comprendre de quoi parle l'auteur. Ça parle de quoi? Quelle est la thématique générale? D'accord? Donc moi, ce que je conseille en général, c'est que le champ lexical vous permet de comprendre, de contextualiser et de comprendre la thématique générale du texte. Donc, première chose à faire lorsque vous analysez un texte, vous commencez à analyser les procédés, identifiez immédiatement le champ lexical. D'accord? Donc, je répète, première chose à faire lorsque vous analysez les procédés d'un texte, c'est identifier le champ lexical. C'est bon? Ça, c'est le premier élément. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose que je conseille de faire, moi, c'est d'aller voir les verbes, le temps, les valeurs des verbes, qui va utiliser beaucoup l'imparfait, qui va utiliser le passé simple, peut-être que ça va être le présent, et de se poser la question pourquoi. Et en général, on le sait pourquoi, parce que lorsque vous avez appris les temps, vous avez appris les valeurs des temps. Donc, par exemple, l'imparfait, c'est pour la description. On va utiliser énormément l'imparfait pour décrire. Dans Flaubert, dans Madame Bovary, comme c'est quelqu'un qui est entre naturalisme et réalisme, c'est quelqu'un qui va énormément décrire. Donc, on va avoir de très, très longues descriptions. Souvent, ces descriptions sont faites à l'imparfait. Et on sait tous que l'imparfait est un temps de la description. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qu'on va dire, on va faire l'utilisation de l'imparfait qu'on peut voir dans telle phrase, illustre finalement la tendance à la description de Baudelaire, de Flaubert. Et donc, vous pouvez justifier en fait que pour décrire, Flaubert va utiliser l'imparfait. Et donc, en fait, en prenant l'existence de l'imparfait, en montrant qu'il y a une forte existence de l'imparfait, vous justifiez finalement l'utilisation, la description et le travail de description de Flaubert. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la forme vous permet d'expliquer le fond. La volonté ou bien le travail de description de Baudelaire ne se fait pas que par la description, le fait de dire les choses ou qualifier les choses. Il se fait aussi par l'usage de l'imparfait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, en analysant les temps,
vous analysez, vous permettez d'expliquer également la raison et le fond du texte. D'accord? Donc ça, c'est par rapport notamment au temps. C'était Alors, quoi on a ça? parlé également, pardon? Ah. Par ailleurs, nous avons également un autre élément qui est hyper important, c'est les adjectifs. Donc, une fois qu'on a analysé les champs lexicaux, une fois qu'on a analysé les temps, moi je dis toujours analyser les adjectifs. Pourquoi vous analysez les adjectifs? L'analyse des adjectifs vous permet de pouvoir mieux comprendre comment l'auteur qualifie les choses. Comment l'auteur va qualifier l'environnement dans lequel il est, comment l'auteur va qualifier les gens, comment l'auteur va qualifier le personnage principal, comment l'auteur va qualifier l'environnement dans lequel le personnage est, etc., etc. Donc, troisième élément, les adjectifs qui sont souvent des adjectifs qualificatifs. Donc, on répète, champs lexicaux, les verbes, les adjectifs, d'accord? Bien évidemment, vous êtes en seconde, en première, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut que vous puissiez analyser également la situation d'énonciation. C'est quoi la situation d'énonciation? C'est où est-ce qu'on est, qui parle, avec qui, à qui on s'adresse, etc., etc. Donc, je vais écrire rapidement tout ce que je viens de dire sur le chat. Première chose, situation d'énonciation, évidemment. Deuxième chose, les champs lexicaux. Troisième chose à analyser, les verbes. 4, les adjectifs. Une fois qu'on a ça déjà, on commence à avoir une vraie analyse fine, on peut comprendre le texte. Lorsqu'il s'agit d'un poème, les règles de versification. Qu'est-ce que c'est que les règles de versification? C'est le type de rime. Est-ce qu'il y a des rejets? Est-ce qu'il y a des contre-rejets? Est-ce que ce sont des rimes riches ou des rimes pauvres? Est-ce qu'il y a un principe d'alternance qui est respecté? Est-ce qu'il y a des allitérations? Est-ce qu'il y a des assonances? Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on va être sur un sonnet ou bien est-ce qu'on va être sur une autre forme? Est-ce qu'on peut être sur un sonnet élisabétain, par exemple? Est-ce qu'on a on a plutôt des quatrains ou plutôt des tercets? Est-ce que ce sont des alexandrins? Etc., etc. Donc ça, vous apprenez la fiche, hein, c'est le cours de seconde, les caractéristiques des formes poétiques. Ça va prendre par cœur. Une fois que vous avez appris par cœur, vous avez la possibilité complète de pouvoir analyser votre poème au niveau des formes du poème. Donc ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un poème. Une fois qu'on a compris ça, donc on a fait ça, là, on en vient aux fameuses figures de style. D'accord? Alors, les figures de style, pareil, vous en avez pléthore, vous en avez beaucoup. Vous avez les figures de style d'énumération, vous avez des figures de style qui vont vous permettre d'intensifier, vous avez des figures de style qui vont vous permettre de créer de l'analogie. Donc, pareil, vous avez partout la liste complète des figures de style. Les conseils, pour les figures de style, moi, ce que je fais, j'apprends ma liste de figures de style, j'en apprends 2 par jour. 2 par jour, pas 3. Apprenez 2 figures de style par jour. D'accord? Une fois que vous avez appris vos 2 figures de style par jour, aujourd'hui, je fais mes figures de style. Le lendemain, j'en apprends des nouvelles. Mais entre-temps, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'exercer. Comment je m'exerce? Je prends un texte et j'essaie de chercher les figures de style. Ou bien, je crée moi-même des figures de style. Je me dis, OK, je vais faire un quatrain et je vais utiliser des comparaisons. OK, je vais faire un quatrain et je vais utiliser un dogma ou bien un hypallage. Je vais faire un quatrain et je vais essayer de créer un vers avec une allitération. C'est simple. Il n'y a pas plus simple que rédiger une phrase en respectant des figures de style que vous souhaitez. Ça va vous permettre de développer votre créativité et en parallèle, ça va vous permettre de bien comprendre ce que c'est. Parce que si vous avez créé une phrase en respectant une figure de style, il est plus simple de comprendre cette même figure de style lorsqu'elle est utilisée par un auteur. Donc, ça, c'est l'exercice que je peux vous donner, que je vous propose. Il y a aussi un autre exercice, c'est d'aller chercher des poèmes, notamment ceux de Baudelaire, ceux d'Apollinaire, les poèmes de Rimbaud, et d'essayer, en lisant ces poèmes, de repérer les différentes figures de style. Vous avez la liste des figures de style, vous avez assez d'exemples, vous avez assez d'exercices qui vont vous permettre vous permettre de comprendre. Mais ce qui est indispensable, c'est que quand vous arrivez le jour du contrôle ou bien le jour du bac, vous devez connaître votre liste de figures de style par cœur. C'est impossible de se dire qu'on va faire un commentaire composé de qualité si vous n'êtes pas capable de repérer des figures de style. Alors, les plus importantes, métaphores,
métaphore filée, comparaison, les fameuses figures de style comme l'assonance, l'allitération. Figure de style, vous avez le parallélisme. Vous avez, par exemple, en figure de style, vous avez les gradations. Vous pouvez avoir également le fameux chiasme. Vous avez également en figure de style l'accumulation, l'hyperbole, le parallélisme, je disais. Vous avez le pléonasme, la prétérition, lorsqu'on fait parler quelqu'un, pardon, on fait parler un mort, l'anaphore, la polyptote, le polyptote, pardonnez-moi, la répétition. Vous avez, quand on dit ce que c'est qu'un euphémisme, la litote, l'allégorie, la comparaison, la métaphore, la métonymie, la périphrase. Donc voilà. Donc vous avez la prosopopée, c'était la prosopopée tout à l'heure qu'on faisait parler à mort, hein, c'était pas la prétédiction, pardonnez-moi. Donc vous en avez beaucoup. Donc ça, vous en avez vous avez plein de listes. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre une liste de. Alors, attendez, c'est quoi la litote? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre ce que c'est que la litote? Vous savez ce que c'est que la litote ou pas? Non? Quelqu'un sait ce que c'est que la litote? Non? Donc la litote, c'est le renforcement de la réalité décrite par une tournure atténuée. Par exemple, quelqu'un pour dire à quelqu'un, qui est joli, on va lui dire: «Ah, vous n'êtes pas vilaine». D'accord? Ou bien pour dire à quelqu'un qu'on aime, on va lui dire, «Je ne te hais point», c'est-à-dire: «Je t'aime». C'est une manière un peu plus, détournée de dire, à quelqu'un de dire quelque chose à quelqu'un sans lui dire directement. On va lui par exemple, «Vous n'étiez pas vilaine», c'est, dans Cyrano de Bergerac pour lui dire que vous étiez jolie. Ou bien, va, je ne t'ai point, dans le si de Corneille pour dire, ben, va, je t'aime, quoi. Donc voilà, donc c'est ça la litote. OK. Alors, donc je continue. Donc ça, ce sont les figures de style. Donc j'identifie les figures de style, j'ai identifié mes figures de style, donc je commence à avoir des. Là, on commence à voir la chose la plus. C'est là que ça commence à se complexifier. Pourquoi? Vous imaginez en brouillon ce que j'ai fait? J'ai identifié, l'auteur, le paratexte. J'ai commencé à me poser la question, le fameux «pourquoi tu es là?». Donc j'ai commencé à savoir pourquoi le texte est si important. Ensuite, j'ai commencé à problématiser. Une fois que j'ai problématisé, j'ai commencé à me poser quelques questions sur le texte, j'ai commencé à voir un petit peu quel était l'enjeu du texte. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher les procédés et en essayant de chercher les procédés, finalement, j'ai essayé de me dire comment, en fait, l'auteur fait-il passer son message? Quelles sont les techniques pour faire passer son message? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher dans le texte les différents éléments, heu, champs lexicaux, situations d'énonciation, les verbes, les adjectifs, les figures de style. Je suis allé chercher tout ça et là, j'ai commencé à me dire: «Ah, il utilise ça pour dire ça. Ah, pour dire ça, il dit ça. Ah, pour, faire passer ce message, il utilise ça. Ah, je comprends mieux». Et là, ce que vous allez faire, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez commencer progressivement à tirer les grandes lignes. Vous avez pour commencer à problématiser, là, vous allez commencer à tirer des grandes lignes. Vous allez dire: «Première partie, on peut dire que l'auteur, pour faire passer ce message, il va faire ça. Deuxième partie, on peut dire qu'il y a aussi cette thématique. Troisième partie, il y a cette thématique». Et donc là, en faisant tout ce que vous avez fait, moi, ce que je conseille en général, c'est de faire un tableau. Et vous allez faire le tableau et vous allez essayer de répondre à votre problématique que vous avez trouvée auparavant. D'accord? La problématique, comment vous allez la trouver? Ben, vous allez la trouver progressivement en vous posant toutes ces questions. La première question, donc, c'est le fameux «pourquoi tu es là?», qui va vous permettre de comprendre l'enjeu, l'importance du texte. Et ensuite, vous allez analyser les procédés. Et qu'est-ce que c'est que les procédés? C'est comment finalement l'auteur il fait passer son message et avec quel procédé. Et une fois que vous avez répondu à tout cela, moi, je vous conseille en général de faire des tableaux. Un petit tableau avec, voilà, il utilise telle technique pour dire ça, il utilise telle technique pour dire ça, il utilise telle technique pour dire ça. Progressivement, vous allez voir que les thématiques vont arriver et que vous allez arriver à avoir, allez, en 2 ou 3 parties. Là, vous avez votre plan. C'est très com Vous allez me dire: «Oui, monsieur, c'est simple, vous le dites comme ça». Mais en général, c'est pas si compliqué que ça parce que si vous avez bien fait votre travail de problématisation auparavant, immédiatement, vous allez pouvoir tirer. Par exemple, vous allez vous dire, voilà, déjà la première question, c'est, par exemple, on va dire, c'est un incipit. Ah d'accord. Est-ce que vraiment il répond bien à l'incipit? Non, il répond pas trop bien à l'incipit. D'accord. Donc déjà, il s'agit pas d'une scène d'exposition classique. OK. Question qui vient, comment l'auteur fait-il ou comment cette scène d'exposition ou cette scène qui semble être une scène d'exposition n'en est finalement pas une. Donc finalement, comment l'auteur crée une scène d'exposition sans respecter les règles classiques de la scène d'exposition. Mais déjà là, il y a tout un travail à faire.
Là, il y a plein d'éléments qu'on peut sortir. Et on va les avoir comment? En analysant, par exemple, dans le théâtre, certaines règles de la scène d'exposition et en notant, ça, c'est les règles classiques de la scène d'exposition, et en quoi le texte ne répond pas aux scènes d'exposition classiques, aux règles de scène d'exposition classique. Bah déjà, là, vous avez toute une partie que vous pouvez développer. Par exemple, comment ici, on peut dire qu'il s'agit de l'expression d'un amour caché, que le personnage, ne souhaite pas révéler. Ou comment en fait, toute cette scène, c'est la révélation d'un amour, et comment il fait pour révéler cet amour-là? Bah là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer en quoi cet amour comment le personnage va exprimer son amour, mais d'une manière assez particulière. Et donc on va essayer de chercher toutes les particularités du texte qui montre à quel point ici, sa façon de montrer son amour est originale. Et là, j'ai utilisé un mot très important, le mot original. Vous allez noter, s'il vous plaît. Ce qu'on vous demande dans un commentaire de texte, c'est de montrer l'originalité du texte. En quoi ce texte est original? Qu'est-ce qui fait que ce texte est original? Qu'est-ce qui fait que ce texte est unique? La thématique, mais aussi les procédés qui sont utilisés par l'auteur. D'accord? Oui, non, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous voulez que je répète certains éléments? Donc juste dites-moi. Ça y est, c'est bon? Très bien. Parfait pour les autres? Très bien. Donc si vous avez compris, c'est bien. Je vais continuer rapidement. Donc, alors, quand vous avez, tout cela, en général, le commentaire va se décliner en 3 éléments, 3 grandes parties. Première, ça va être l'introduction. Donc une introduction, ça se fait entre 5 et 10 lignes, et l'introduction, elle se subdivise en 3 parties qui sont délimitées par paragraphe. Donc finalement, le paragraphe commence, quand je parle de paragraphe, vous allez voir, le paragraphe, ça commence par le paragraphe commence par un alinéa, l'alinéa, et se termine par un point. Donc, premier paragraphe, on va amener le sujet en partant d'une notion très générale. Donc ça, c'est pour introduire, hein, c'est la fameuse accroche. Donc, on va soit expliquer le sujet, soit on va raconter quelque chose autour de l'auteur, soit on va parler de l'œuvre, soit on va expliquer ou raconter quelque chose autour du mouvement littéraire, soit on parle du genre littéraire du texte concerné. En tout cas, on accroche le lecteur, on accroche le correcteur avec une thématique générale. Donc, on va présenter le mouvement, on va présenter l'auteur, on va présenter l'œuvre, et ensuite, immédiatement, on va parler du passage concerné. Et dans cette première partie de l'introduction, vous montrez en quoi ce texte, ce passage est important. D'accord? Donc l'introduction commence par la partie où on amène le sujet. Ensuite, on montre à quel point c'est important. Et là, deuxième paragraphe, on va formuler la question du commentaire. C'est quoi la question du commentaire? C'est la fameuse problématique. C'est la problématique générale qui va vous guider, qui va guider l'étude du texte. D'accord? Et on va poser une question. Par exemple, je prends un exemple, en quoi, à travers ce tableau bucolique d'un jeune homme allongé, qui semble allongé dans une nature verdoyante, le poète dénonce-t-il en fait la guerre dont est victime en fait le personnage, ou comment le personnage, ce jeune soldat finalement mort, est-il décrit comment il le décrit pour finalement dénoncer la guerre. Vous voyez, on peut travailler directement, indirectement, et le but c'est quoi? C'est de montrer comment, à travers l'usage, ou comment, à travers les procédés, ou comment, à travers sa façon d'écrire et le sujet qu'il utilise, l'auteur va-t-il faire passer son message, mais d'une manière originale. Donc, si vous pouvez résumer, c'est comment, la problématique pour trouver, c'est comment l'auteur fait-il passer son message d'une manière originale. Qu'est-ce qui est si original dans la façon de dénoncer, ou de faire passer, ou de déclarer, ou voilà, de faire passer le message qu'il a envie de faire passer. C'est ça qui est important dans un commentaire de texte. Et il faut que vous montriez l'originalité du texte. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui montre pourquoi ce texte est si particulier? Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des déclarations d'amour. Il y a plein de gens qui ont déclaré la guerre, oui, qui ont fait des déclarations de guerre. Il y a plein de gens qui ont dénoncé la guerre. Mais pourquoi lui, quand il dénonce la guerre, c'est pas pareil?
Pourquoi, lorsque Victor Hugo, il pleure sa fille Léopoldine, pourquoi il ne pleure pas sa fille de la même manière que les autres? Pourquoi, lorsque Baudelaire exprime sa tristesse profonde, son spleen, il ne l'exprime pas comme les autres? Et pourquoi lui, en particulier, sa façon d'exprimer sa tristesse est différente, hein? Qu'est-ce qui fait que Baudelaire exprime sa tristesse d'une façon aussi profonde, hein? Quand il dit, par exemple, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant aux proies, aux longs ennuis, et que l'horizon embrassant tout le cercle nous verse un jour noir plus triste que les nuits, dans le fameux poème de Spleen. Pourquoi cette façon de décrire sa tristesse est-elle si unique? Et elle est unique. Et à ce moment-là, quand vous avez pu exprimer cela de la sorte, ben là, vous avez compris le texte. Et là, vous n'avez qu'à en fait rédiger votre commentaire. Donc, on va amener le sujet, formuler la question du commentaire, et ensuite annoncer de façon explicite à l'aide de connecteurs logiques vos différents moments d'explication, vos différents moments du commentaire. Donc, l'introduction, j'amène mon sujet, soit par le mouvement, soit par on raconte quelque chose sur l'auteur, soit sur l'œuvre, soit sur le genre. J'en viens ensuite au texte, j'explique en quoi le texte est important, je pose ma problématique, et ensuite j'annonce mon plan. Tout d'abord, afin de répondre à ces questions, nous verrons tout d'abord que blablabla, bla, 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 ensuite que blablabla, bla, 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 et enfin que blablabla. Amener le sujet, c'est un paragraphe, alinéa, finir par un point. Parler du texte et problématiser par alinéa, on fait notre paragraphe, point. Et enfin, annoncer le plan, alinéa, nous verrons deux, blablabla, ensuite deux, blablabla, et enfin blablabla. Normalement, en introduction, c'est 3 paragraphes. Est-ce que sur l'introduction, on est bon? Oui, Anastasia, blablabla. Est-ce que sur l'introduction, on est bon? Est-ce que vous avez bien compris la façon de faire une introduction? Oui, non? Est-ce que je me répète? C'est pas la peine. Très bien. Les autres? Dites-moi, hein? Oui? Ok, très bien. Donc, une fois que ça j'ai fait, maintenant je commence à faire mon plan. Alors moi, en général, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous faites votre brouillon, vous faites une page de brouillon par partie, et parfois même une page par sous-partie. Une partie, c'est quoi? C'est un grand 1. Et dans chaque partie, en général, il y a 2 sous-parties. Donc, une partie, 2 sous-parties. Deuxième partie, 2 sous-parties. Troisième partie, 2 sous-parties. La sous-partie, ça va être votre petit A, petit B. Et ensuite, grand 2, petit A, petit B, grand 3, petit A, petit B. OK? Dans le petit a, c'est une façon, c'est un élément de réponse. Donc, en fait, vous allez dire, voilà, par exemple, nous verrons tout d'abord ça, ensuite nous verrons ça, et ensuite nous verrons ça. Et là, quand on a répondu à ça, on va mettre des sous-parties. Et ces sous-parties, en fait, elles vont être composées de paragraphes. Alors, qu'est-ce que c'est que le paragraphe? Un paragraphe doit respecter une règle. Et là, c'est un des secrets que je vais vous donner. Le paragraphe doit respecter une règle très, très importante. C'est la règle du Haraï. Est-ce que vous connaissez la règle du Haraï? A-R-A-I. Oui ou non? Non. Alors, les autres, Hossein, Omar, Mehdi, Ziad. Alors, pourquoi ça a écrit en russe tout à l'heure? Je pas compris. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de vous écrire ce genre de truc? Sinon, on va devoir. L'idée, c'est de vous accompagner. Je sais ce qu'il écrit, mais en fait, c'est de voilà. Anyway. Donc, ok. Donc, je continue. Donc, la règle Arai, qu'est-ce que c'est? Alors, pour continuer la règle Arai, Arai, c'est qu'un paragraphe doit être composé de 4 éléments. D'accord? Vous notez. Premier élément, c'est annoncer un argument. Donc, j'annonce mon argument. Ensuite, je vais donner un exemple. Chaque fois que vous avez un argument, vous donnez un exemple. Donc, le R, c'est donner, c'est référer, c'est donner une référence, c'est relever. D'accord? Donc, relever dans le texte un exemple. D'accord? Chaque argument que vous donnez pour justifier quelque chose, il doit être accompagné d'un exemple. Vous devez tout le temps donner un exemple pour dire quelque chose.
L'auteur, ici, on observe une profusion de la nature. Cela peut se voir, par exemple, à travers, je ne sais pas, telle métaphore, ou bien à travers l'énumération, ou bien à travers telle ou telle figure de style, par exemple, qui va illustrer, et qui va montrer à quel point, en fait, la nature est très, très présente, par exemple. Donc, on va annoncer un argument, on va relever dans le texte un exemple, on va analyser l'exemple, et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interpréter. D'accord? On va interpréter. OK? Donc, un paragraphe, qu'est-ce que c'est? On annonce un argument, on relève dans le texte un exemple, on analyse l'exemple et on interprète. Qu'est-ce que c'est qu'interpréter? C'est montrer à quel point j'ai bien répondu à la problématique, à quel point je ne suis pas hors sujet. Je ne suis pas interpréter. OK? Donc voilà. Donc là, c'est les quatre éléments pour un paragraphe. Donc, j'ai mon introduction, j'ai fait mes parties, une partie par page. Dans mes parties, j'ai mon grand A, voilà ce que je vais dire. Mon petit a, mon petit b. Dans mon petit a, je vais dire cette thématique, je vais dire ça, je vais dire ça. Dans mon petit b, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Et quand je dis je vais dire ça, c'est voici un argument. Un argument est là pour solidifier, pour convaincre finalement celui qui te lit que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. C'est un argument. Donc, argumenter, c'est vraiment donner des exemples, donner des éléments pour pouvoir montrer que ton idée, elle est vraie. Donc, il faut retenir les règles de base. Une idée, c'est un paragraphe avec un mot-clé et un exemple précis. D'accord? Une idée, un paragraphe avec un mot-clé et un exemple précis. Chaque grande partie, c'est grand 1, grand 2, grand 3, qui va contenir une ou deux sous-parties. Et donc, finalement, l'objectif principal, c'est que votre commentaire composé, ça soit composé de une ou de deux ou de trois grandes parties. Chaque partie contient deux sous-parties et chaque sous-partie va avoir un, deux ou trois arguments. D'accord? Ça, c'est bon. Ça, vous avez compris normalement la partie du développement. Les exemples doivent être tirés du texte. Ils doivent être brefs et aller à l'essentiel. Pour un poème, par exemple, si l'on veut citer un effet de rime, pas la peine de reprendre les deux vers concernés. On peut citer juste la rime. On peut dire par exemple guerre et guerre. Guerre, G-U-E-R-E et guerre, G-U-E-2-R-E. Je n'ai pas besoin de dire je cite complètement la rime pour pouvoir expliquer. Non, là, je peux carrément citer les deux derniers mots où, où est inscrite la rime et à ce moment-là, ensuite expliquer. Je cite, j'analyse, j'interprète. Donc, Araï, je donne un argument, je donne un exemple, le R, j'analyse mon exemple et j'interprète. D'accord? Donc ça, c'est en fait la partie, la façon d'écrire votre développement. La conclusion, qu'est-ce que c'est? La conclusion, elle comporte deux parties. Une phrase qui va récapituler de manière claire ce que vous avez fait. Donc, afin de répondre, donc on a vu que ce texte était tourné autour de ça, ça, ça. Ah, on a essayé de montrer ça. Ensuite, nous avons vu ça et on va analyser ça. Et à la fin, on termine avec une phrase d'ouverture qui va questionner. Et cette phrase d'ouverture, c'est la fameuse, c'est l'ouverture. Soit on va parler du reste de l'œuvre, soit on va parler du genre littéraire, du registre, ou bien du problème littéraire. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de la conclusion. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mon dernier conseil, parce que comme ça, je vais bien faire 1 heure pour pas faire perdre trop de temps et pour pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu partout et donc ils vont devoir aller dormir aussi. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'écrire votre conclusion juste après votre introduction au brouillon. Ne faites jamais, au grand jamais, l'erreur d'écrire votre conclusion lorsque vous avez terminé votre devoir à la fin de la rédaction, lorsque vous avez fini de rédiger votre développement. Jamais. Je fais mon brouillon. Quand j'ai fait mon brouillon, j'ai mes parties, mon grand 1, mon grand 2, mon grand 3. J'ai mis toutes mes idées. Ensuite, j'écris mon introduction. Immédiatement, j'écris ma conclusion. Si votre devoir est bien fait, vous êtes capable normalement d'écrire votre introduction et votre conclusion immédiatement. J'ai ma grand 1, mon grand 2, mon grand 3, mon grand 1, mon grand 2. J'ai mes sous-parties, j'ai mes arguments qui sont en petits points. Je n'ai pas besoin de les développer. J'écris juste profusion de la nature,
Voici quelques exemples, champ lexical, etc., figure de style, et c'est quoi l'objectif? Et ensuite, je vais rédiger complètement quand je rédige sur ma copie. Ma conclusion est écrite, donc quand je me mets à rédiger sur ma copie, j'écris mon introduction, je rédige pour la première fois, il ne faut pas rédiger une première fois au brouillon le commentaire complet, hein, il faut le rédiger directement sur la copie. Donc l'introduction est déjà rédigée au brouillon, la conclusion est déjà rédigée au brouillon, le plan est déjà ficelé au brouillon, et donc quand j'ai tout ça, je me mets à rédiger mon introduction. Là, je rédige pour la première fois en prenant tous les points de mon plan, je rédige mon développement, et ma conclusion est déjà rédigée, et là, je ne fais que la copie. Et là, normalement, c'est 4 heures. OK? Donc voilà. Donc là, je vous ai donné les règles générales du commentaire composé. Je peux pas aller plus loin parce qu'en fait, moi, j'explique le commentaire composé en beaucoup plus de séances, hein. Ça prend au moins 5-6 séances et beaucoup d'entraînement pour bien comprendre. Mais l'idée de ce petit topos, hein, d'1 heure, c'est vraiment de vous donner une idée générale du commentaire composé. Le plus important à retenir en 1 minute, toujours vous demander pourquoi le texte est là, qu'est-ce qui fait que le texte est important, pourquoi c'est un enjeu crucial. Connaître l'auteur, bien évidemment, placer l'auteur, contextualiser l'auteur, l'œuvre et le texte, problématiser, trouver vraiment quel est le problème littéraire, quelle est l'originalité du texte, pourquoi ce texte est original. Et ensuite, quand on a bien répondu à cela, immédiatement, on va se poser la troisième question, quels sont les procédés utilisés par l'auteur pour faire passer son message? Et là, on va analyser les champs lexicaux, les verbes, les figures de style, les adjectifs, les situations d'énonciation, etc., etc. Une fois qu'on a fait cela, on commence à rédiger, on commence à organiser tout ce qu'on a trouvé en différentes parties, un, 2, 3, hein, par rapport à tout ce qu'on a trouvé, entre guillemets, on a tiré des idées, on a un petit peu séparé plusieurs idées, on a trouvé plusieurs idées. Chaque idée, c'est une grande partie, on trouve des sous-parties, et ensuite, c'est des arguments. Un argument, c'est arraille, annoncer l'argument, relever les exemples dans le texte, analyser ces exemples et les interpréter. Un argument, un paragraphe. Un paragraphe commence par un alinéa et finit par un point. Ensuite, je ne saute pas de ligne, je réécris un paragraphe, je repars à l'alinéa, je refais un alinéa, j'écris mon paragraphe et je vais sur le point. Et je mets mon point. Quand j'ai tout terminé, j'avais déjà auparavant écrit mon introduction et ma conclusion. C'est bon, je rédige, c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est mon conseil pour faire un bon commentaire composé. On organisera également d'autres sessions, mais voilà, j'espère en fait que ça vous a aidé, que j'ai été clair. Est-ce que vous avez quelques questions pour conclure cette petite session autour du commentaire composé? Des questions? Non? Non. Ça va? Est-ce que c'est compris ce que je vous ai dit? Est-ce que les conseils que je vous ai donnés sont clairs pour vous? Ou est-ce que vous avez peut-être des éléments incompris ou est-ce que ça va pour l'idée générale? Non, ça va? Alors, en général, la problématique parle du fait de transfigurer. Je ne sais pas par quoi qu'est-ce que tu veux dire par transfigurer, transfiguration? Pour moi, pour être simple, une problématique, c'est la question qui montre à quel point le texte est original, il est unique, et qui vous permet de montrer comment l'auteur, en fait, de vous poser la question, comment l'auteur fait pour faire passer son message. Donc, c'est une bonne problématique, c'est une problématique qui regroupe ces deux éléments-là. Quelle est l'originalité du texte? En quoi il est important? Et de 2, quels sont les procédés qui sont utilisés par l'auteur pour faire passer son message? Voilà, voilà. Très bien. Donc, parfait. Écoutez, j'espère que cette masterclass autour du commentaire composé a été claire. J'aurais bien aimé prendre un exemple concret, mais je pensais que pour cette fois-ci, il valait mieux peut-être aller sur vraiment la structure du commentaire. Mais normalement, avec les quelques conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir les appliquer à tous les textes. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez mieux compris et je vous dis à bientôt. Et si vous êtes intéressé par SchoolUp, encore une fois, vous trouverez toutes les informations sur www.schoolup.fr. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.